Un nouveau drame. À Douala, il y a encore des morts dans l'effondrement d'un immeuble au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Des sources officielles pour l'instant pointent du doigt la forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 10 au 11 juillet. Un fait qui arrive une fois, c'est une donnée, mais un fait répété dans le temps devient une statistique qui devrait obligatoirement ouvrir ou alors un grand champ de questions pour une réflexion mûrie autour du sujet. Il est donc question pendant 90 prochaines minutes de faire un état des lieux lucides et sans tabou du secteur de la construction à Douala après ce nouveau drame. L'idée est de comprendre pourquoi ça se répète, identifier les responsabilités et proposer des solutions concrètes pour éviter d'autres morts. Au final, plaider pour la tenue urgente, pourquoi pas, des états généraux de la construction afin de poser les bases d'une réforme crédible impliquant l'État, les collectivités, les professionnels et les citoyens. Des bâtiments à la route, la frontière est certainement mince et nous la franchissons pour faire un zoom étendu sur ce camion semi-remorque renversé sur la nationale numéro 1, la route Yaoundé-Bertois. Le camion qui des heures après a été au cœur d'un grave accident ayant transformé une citerne en torche nocturne et des dégâts humains et financiers énormes. Tels des détectives, nous voulons comprendre les raisons de ce nouveau drame routier et interroger l'efficacité du dispositif de prévention et de sécurité routière au Cameroun. L'enjeu ici étant donc de passer de la gestion des catastrophes à la prévention et voir si l'État, les transporteurs, les usagers assument chacun leur part de responsabilité pour éviter que cela se reproduise. Si les questions économiques sont aussi au cœur de vos préoccupations, nous y mettrons un accent en ouvrant une fenêtre afin de décrypter la programmation économique et budgétaire 2027-2029 du gouvernement et mesurer ce que ça change concrètement dans la vie des Camerounais. Ce qui suppose que nous irons au-delà des chiffres du MINFI pour voir si ce triennal va justement améliorer le pouvoir d'achat, l'emploi, les infrastructures et surtout les services sociaux de base. Madame, Messieurs, comme d'habitude, votre fidélité est la source d'eau vive qui nous hydrate. Quant au chauffe, bienvenue à Accent 237. Sur ce plateau ce soir, après pratiquement une disparition, docteur Patrick Philippe Rifoué, bonsoir. Bonsoir, Xavier. Ah ben ça fait un bon moment déjà, docteur. Effectivement, je suis moins présent sur les plateaux, mais ça n'a rien à voir avec une disparition. C'est simplement qu'il y a des impératifs professionnels qui nous accaparent, mais nous restons au service de la République. Rappelons que vous êtes communicant du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait. Et tout à côté de vous également, un autre homme politique sur ce plateau, Vincent De Paul Yédé, qui est communicant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et non moins conseiller municipal à droite 3e. Vincent De Paul, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Xavier, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je salue également mes co-discutants de ce soir. Je suis heureux une fois de plus de représenter le PCN sur votre plateau. Juste en face de vous, nous souhaitons la bienvenue à Simon-Pierre Mahen, qui est d'ailleurs le président d'une organisation de la société civile. Alors la société civile, valablement représentée, Simon-Pierre, bonsoir. Bonsoir Monsieur Xavier, c'est un réel plaisir de reprendre présent ce soir à votre émission. Il faudrait préciser qu'en même temps que c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter le maire de la ville. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un fait aussi du bon travail, ce n'est pas seulement de critiquer. Il faut aussi souvent apprécier quand c'est bien fait. Je profite de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir apprécier le maire de la ville, surtout par rapport aux travaux qu'il a effectués juste au niveau du parcours Vita. Sur la route là, vraiment, c'était à l'époque, quelques temps, c'était vraiment infernal. Calvaire. Mais aujourd'hui, le matin quand même, ça circule, ça va bien. Ça prouve combien de fois. Depuis pratiquement 2 semaines. Voilà. Pour un chantier qui a duré, temps pour temps, pratiquement une semaine également. Il fallait donc profiter de la circonstance pour apprécier les efforts que la mairie de ville, le docteur Ambassadine a eu à effectuer, pour, n'est-ce pas, offrir aux usagers, en même temps ceux qui sont conducteurs de véhicules, cette facilité-là de circuler normalement le matin. Donc c'est une occasion pour moi de lui dire de continuer d'avance parce que les enjeux sont tellement énormes et
les populations en demandent davantage. Et je pense que dans ce souci-là, il va continuer, n'est-ce pas, cet élan pour continuer à faire les travaux qu'il a l'habitude de faire. Merci Simon-Pierre Mahène. Et nous restons donc à Douala pour parler de ces morts. D'autres nouveaux morts dans l'effondrement d'un immeuble, ici même dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, au quartier Bonamoussadi. On peut regarder quelques images à la suite de cet effondrement qui a fait 6 morts. Qui ont été mises à contribution pour sortir des décombres les corps sans vie de plusieurs Camerounais qui ont justement été ensevelis à la suite de cet effondrement. Et cet effondrement qui remet donc sur la sellette non seulement la question de la construction, qui est donc responsable de la construction au Cameroun, quels sont les différents acteurs qui doivent assumer l'acte de construction. Voilà donc une des thématiques qui sera au centre ce soir des différents échanges, disons, et toute la rédaction de Balafon Télévision et Radio, Balafon Média dans sa globalité s'incline donc devant la mémoire de toutes ces personnes disparues dans cet incident et cet accident qui a encore ôté les vies aux nobles Camerounais. Nous revenons sur ce plateau. Alors, docteur Patrick Rifoué, vous avez certainement eu vent de cet autre incident qui endeuille les Camerounais, mais ça devient quand même récurrent. Est-ce que rapidement il faudra dire que quelque part, la chaîne de la construction a un problème, notamment dans sa déclinaison? Est-ce que l'État, les différents acteurs de la construction, chacun joue son rôle? Justement, quelle lecture à la suite de cet autre, ce énième effondrement d'immeuble à Douala? Je voudrais commencer par présenter mes condoléances ainsi que celles du RDPC aux familles durement éprouvées, parce que là, nous avons perdu le dernier des comptes que moi j'ai suivi, faisait état, je crois, de 7 morts. Donc nous avons perdu de nombreux compatriotes dans ce tragique effondrement. Il s'agit d'un immeuble vétuste qui menaçait ruine et cet immeuble avait été déguerpi. Des scellés avaient été apposés sur cet immeuble, mais à l'insu de la municipalité, des squatteurs ont réoccupé l'immeuble. Et vous savez comme moi que dans la ville de Douala, à chaque fois que les pluies arrivent, nous ne sommes pas à l'abri d'un drame. Ça peut être des inondations, ça peut être des glissements de terrain, ça peut être comme là un effondrement. Mais cette situation-ci, je ne sais pas si c'est une situation qui appelle à une réflexion générale parce que je n'ai pas le sentiment que les autorités aient failli parce que les autorités avaient fait leur travail. Alors justement, c'est à ce niveau qu'on va vous relancer. Est-ce que les autorités ont failli? Il y a quelques informations que nous avons glanées sur le terrain. Il s'agit d'un immeuble qui menaçait ruine. D'ailleurs, il avait commencé, le processus de démolition avait commencé, mais la mairie de la ville, je reviens justement, et toutes les autres mairies connexes, peut-être dans la 5e, personne n'a daigné s'assurer qu'effectivement, ce bâtiment qui était en début de destruction, le processus de destruction et de démolition avait été achevé. Est-ce que quelque part là, on ne pourrait pas parler de négligence? On ne peut pas parler de négligence à proprement parler parce que ici, le drame survient parce que des individus réoccupent un bâtiment dont ils avaient été déguerpis. On nous dira peut-être qu'ils n'avaient pas où loger, mais quand on vous a déguerpi d'un bâtiment qui menace ruine, ça signifie que le risque est un risque qui est connu. Donc, si vous prenez la responsabilité de réoccuper ce bâtiment, à défaut pour la municipalité d'avoir l'information par une autre source, je ne vois pas comment la municipalité aurait pu intervenir à nouveau pour venir déguerpir simplement les personnes qui avaient réoccupé le bâtiment. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est difficile à partir de cette situation de s'interroger sur la manière dont nous respectons les règles d'urbanisme. Parce qu'en l'état, les règles d'urbanisme existent, les responsabilités sont clairement établies entre l'État central, la municipalité et les promoteurs immobiliers, parce que les responsabilités ne s'arrêtent pas au niveau étatique. Oui. Et ce qu'on constate souvent, c'est que nous, je préfère ne pas m'abstraire de cette problématique, c'est que nous faisons tout pour ne pas respecter les principes. Quand vous voulez démolir un bâtiment, vous devez obtenir un permis de démolir. Oui. Combien de Camerounais prennent le soin d'aller à la mairie
obtenir ce document-là lorsqu'ils veulent démolir. Quand vous voulez construire, vous devez avoir soit un permis de bâtir, soit un permis d'implanter. Combien de Camerounais s'astreignent à toutes les formalités pour avoir ces documents-là? On peut jeter la pierre sur les municipalités, encore que, je voudrais dire, cela se fait souvent avec la complicité, mais c'est avec la complicité d'agents véreux. C'est-à-dire que souvent les autorités municipales ne sont pas informées, mais vous avez des agents, quelques agents sur le terrain, qui profitent de ces situations-là pour se rendre complices du fait que les usagers ne respectent pas les normes de construction. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez ces chaînes de corruption qui entraînent ou qui facilitent le non-respect des normes de construction, on va avoir des drames comme celui qu'on a eu il y a un mois et qui là interroge effectivement les normes de construction parce que dans ce cas-là, c'était un immeuble qui était en construction, qui s'est effondré. Donc la première chose, c'est qu'il faut rappeler aux gens il faut rappeler à tous les citoyens qu'il y a un coût au non-respect des normes de construction. Parce que si on nous dit les normes sont insuffisantes, ça a été le cas autour des années 2010, quand les normes des matériaux de construction étaient mises en question, parce que je crois qu'entre 2000 et 2010, on a eu une série d'effondrements, pas seulement dans la ville de Douala, dans plusieurs villes du Cameroun. Et à ce moment-là, on avait questionné la qualité des matériaux de construction. Je crois que les promoteurs ont fait un effort afin de mettre à niveau les standards. Alors, c'est pas toujours ça, parce que de ce qui ressort sur les chantiers, on a toujours les aciers haute adhérence qui sont censés avoir une certaine flexibilité, mais qui se cassent une fois qu'on leur applique une certaine force pour la torsion et qui se cassent rapidement. Et c'est justement à remettre en cause le travail qui est fait jusqu'ici par le service ou encore les services de contrôle, Dr Patrick. Mais là encore, vous savez, quand vous construisez, vous êtes le premier responsable. Quand bien même vous obtenez les autorisations, vous avez un entrepreneur. Combien de personnes se payent les services d'un architecte pour concevoir le bâtiment, pour contrôler le respect de toutes les normes qui vont avec la construction? Nous ne le faisons pas. Généralement, ce que nous faisons, c'est qu'on connaît un petit au quartier où on a un cousin qui dit, sur la foi de son expérience, que lui, il a déjà construit ce type de bâtiment. Et on lui confie le chantier. Bon, quand vous confiez le chantier à un individu comme celui-là, il est à peu près certain que les normes de construction ne vont pas être respectées. Et si les normes de construction ne vont pas être respectées, soit pendant le chantier, soit après, vous faites courir un risque à ceux qui peuvent occuper le bâtiment et au voisinage. Parce que je crois que une fois dans la ville de Douala, on a eu un bâtiment qui s'est écroulé sur un autre bâtiment et on a eu plusieurs dizaines de morts. Donc, c'est une situation qui appelle d'abord la responsabilité des individus qui veulent lancer des chantiers immobiliers. Il faut faire en sorte de respecter les normes. Il faut s'assurer de s'entourer d'experts qui peuvent vous garantir effectivement que les normes vont être respectées. C'est bien d'avoir son cousin qui est maçon, mais votre cousin qui est maçon n'est pas ingénieur de travaux publics ou de bâtiments. Donc, il faut s'assurer de ça. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité. Maintenant, ce qui est souhaitable, le conseiller municipal est là, ce qui est souhaitable, c'est que les équipes, dans la mesure du possible, les équipes de contrôle soient renforcées parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les municipalités sont un peu sous-dimensionnées pour cette police d'urbanisme qui leur est dévolue parce qu'il appartient aux municipalités de faire la police et de vérifier que les bâtiments qui commencent à être érigés respectent l'ensemble des normes, éventuellement de mettre à l'arrêt les bâtiments qui ne respectent pas ces normes et d'accompagner les promoteurs qui sont volontaires dans la mise aux normes de leurs travaux immobiliers. Docteur Patrick Philippe Rifoué. Alors, Jean de Paul, Vincent de Paul Yédé, vous êtes conseiller municipal. Ce n'est forcément pas le communicant du PCRN, mais celui qui a déjà la charge notamment de gérer la cité d'une certaine façon. Est-ce que là, on peut se dire quand même qu'au niveau des municipalités, il y a une certaine légèreté avec laquelle on gère non seulement l'acte de construction, mais également, on va le dire, la vie même des bâtiments et par conséquent, la vie de ceux qui les occupent? On va d'abord s'incliner, n'est-ce pas, pour la mémoire de nos compatriotes qui sont morts
à la suite de l'écroulement de cet immeuble. Je voudrais dire que, en réalité, les municipalités, dans le cas présent, ont leurs responsabilités, clairement. Parce que on les a souvent vus, hein. On a souvent vu les agents de la mairie prompts à intervenir lorsque les travaux de construction sont lancés. Ils ont toute l'information, ils font la patrouille, ils font des saisies, justement pour réclamer le permis de bâtir, ce qui est vrai, et ce qui est d'ailleurs bien. Mais dans le cas de cet immeuble, je vois la tractopelle là, mais elle aurait bien pu intervenir beaucoup plus tôt pour détruire cet immeuble. Parce qu'il n'aura pas suffi, n'est-ce pas, de le vider de ses habitants. Du moment où il constituait un danger pour les populations, il fallait le détruire. Et lorsque la communauté urbaine, dans le cas d'espèce, détruit, elle graisse une facture et le propriétaire de l'immeuble paye les frais. Donc, avoir laissé cet immeuble-là jusqu'à ce qu'il s'écroule sur les gens, la responsabilité des autorités municipales est engagée ici, est fortement engagée. Parce que, disons-le clairement, les autorités municipales ont la responsabilité de veiller Tout à fait. sur la sécurité des populations. Donc, même ces constructions-là qui sont faites, en réalité, c'est pour ça qu'elles sont en charge de l'octroi, de la délivrance des permis de construire. Et puis, veillent à la régularité des constructions. Donc, tout ça, c'est pour protéger, n'est-ce pas, les populations dont elles ont la charge. Donc, dans le cas d'espèce, je le dis encore, on aurait pu détruire cet immeuble. Et on va voir, quand vous voyez juste à côté, il y en a. Tout à fait. On voit encore dans la vidéo que nous avons en face de nous. Oui. On a d'autres bâtiments qui menacent tout aussi également vétustes que celui-là, oui, qu'on ne devrait pas laisser comme ça. Donc, il y a une espèce de laxisme de nos autorités. Ça, il faut aussi le dire. Alors, ce laxisme est dû à quoi? Est-ce que c'est de l'incompétence ou alors c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait... On doit mettre ça dans quel panier? Bon, on va dire... Incompétence, irresponsabilité, quoi? Non, les CTD, n'est-ce pas, souffrent de manque de personnel qualifié. Du fait de ne pas pouvoir en recruter. Parce que vous savez... on est quand même en période de décentralisation. En contexte de décentralisation, on dit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qui sont transférés au niveau des communautés, des communes. Alors, quand vous dites qu'elles ne peuvent pas recruter, c'est quoi le problème? Non, en réalité, pour qu'on puisse faire un recrutement dans une mairie, ou alors même au niveau du conseil régional, il faut avoir un certain nombre de validations, surtout lorsqu'il s'agit de recruter les cadres. Et très souvent, c'est des cadres qui conduisent ce genre de travaux. Et parfois, il se trouve qu'il y ait un problème de cadre dans les municipalités. Donc, je ne veux pas forcément dire que ceux qui sont là sont incompétents, mais je relève quand même que c'est de leur responsabilité. Et toute la chaîne administrative qui participe au recrutement doit se sentir concernée ici. Parce que quelquefois, les maires ont bien envie de recruter, font même font des entretiens, proposent un recrutement, mais qui, au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire de la préfecture, est bloqué. Parce que là, il faut encore qu'on valide ces recrutements-là. Et donc, il y a ce problème de personnel qualifié dans les mairies qui fait que il y a un certain nombre de situations qui traînent. Parce qu'un expert qui jette un coup d'œil sur des bâtiments comme ceux-ci sort une note et informe le maire qu'il y a urgence, et surtout à la veille de la saison des pluies. Et forcément que les démolitions auraient pu être faites. Bon, mais, oui. Maintenant, je ne sais pas au niveau de la communauté urbaine, mais je sais quand même qu'il y a un service technique. Je sais qu'il y a des gens à ce niveau-là. Bon, est-ce qu'ils ont fait leur travail? Peut-être en partie, puisque ils ont reconnu que cet immeuble présentait des signes
de danger et qu'il fallait le libérer. Mais je crois qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Ça fait un an que non seulement le bâtiment a lancé des signaux et quelques écriteaux, selon les informations que nous avons eues, avaient déjà été inscrites sur le bâtiment comme quoi à démolir. Mais un an après, peut-être qu'il y a un problème de suivi. Il y a justement eu un problème de suivi dans le cadre de ce dossier-là parce que, tel que je le dis, on aurait pu détruire ce bâtiment et faire payer les frais, n'est-ce pas, aux propriétaires. Alors, mais je voudrais quand même faire observer que, oui, en réalité, tous les bâtiments qui s'écroulent dans la ville de Douala et en dehors, c'est toujours des bâtiments à titre commercial. Faites bien le constat. C'est toujours des bâtiments à titre commercial. C'est-à-dire que les promoteurs, on va quand même interroger l'intégrité morale des promoteurs parce que vous apprendrez difficilement qu'un immeuble habité par son propriétaire s'est effondré. C'est toujours des immeubles à usage commercial qui s'effondrent. Et là, je ne vais pas revenir sur tout ce que le docteur a dit, sur la qualité du matériel, la qualité des constructions, et vraiment pour interroger les promoteurs immobiliers, pour dire qu'ils cessent vraiment de mettre en danger la vie des citoyens camerounais au profit de leur seul bénéfice. Voilà. Merci. Alors, Simon-Pierre Mahen, une question ou encore un aspect, un élément nouveau apparaît sur ce plateau lorsqu'on se rend compte que, en essayant de faire un retour sur ces immeubles qui s'effondrent, beaucoup plus on réalise que ce sont des immeubles à usage commercial. Peut-être que les techniciens diront qu'il y a eu ce qu'on appelle un changement de destination, un bâtiment qui au départ était fait pour prendre un R+1 devient R+2 sans qu'il y ait d'autres études de structure pour le renforcement notamment de la structure porteuse. Mais revenons à la question elle-même. Est-ce que pour le cas d'espèce, il y a, pour vous qui êtes représentant de la société civile, est-ce que les populations également ont usé de beaucoup de négligence? Parce que lorsqu'on voit un élément comme celui-là, on est censé, dans un monde ou dans une ville où tout fonctionne correctement, se rapprocher non seulement des municipalités pour leur dire voici quelques signaux que l'on observe depuis un moment donné. Encore qu'un bâtiment, il ne tombe jamais sans envoyer des signaux. Tout à fait. Je vais tout d'abord préciser que, en fait, d'après les investigations, les recherches et tout, les informations que nous avons glanées par et là, on parlait là effectivement de 5 ou 6 familles endeuillées. Alors, ce qui suppose que c'est un choc. C'est un choc. Et je tiens à vous rappeler que le droit à la vie et aux meilleures conditions de vie sont garantis par notre Constitution. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, on ne parle pas d'un quartier... un quartier précaire. On parle de Bonamoussadi. Je ne sais pas si vous êtes déjà informé à combien coûte le mètre carré à Bonamoussadi. Dites-nous. Ce n'est pas n'importe qui construit à Bonamoussadi. Ça, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas un citoyen lambda qui construit à Bonamoussadi. Et cet immeuble, je vous assure que je l'avais même déjà vu. Parce que, en fait, quand vous essayez de regarder l'immeuble, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Ce sont des personnes, généralement, quand ils construisent, ce sont des gens qui ont des moyens. Et un tel immeuble, même s'il a mis assez de temps, ce n'était pas n'importe qui avait engagé des constructions. Tout à l'heure, Dr Patrick Rufoué a fait état de ce que, effectivement, des gens s'engagent à faire des constructions, mais ne prennent pas des éléments techniques au préalable pour engager des constructions. C'est vrai. Ici, en fait, on veut dissocier la responsabilité administrative. Mais non. Parce que même lorsque vous voulez construire un bâtiment, comme celui qui s'est effondré là, il y a d'abord le minimum tout à fait de la paperasse qu'il faut avant de pouvoir implanter. Alors, la question maintenant qu'on se pose, au moment où on construisait l'immeuble, est-ce que toutes ces conditions ont été remplies? Tout à l'heure, il a dit effectivement, c'est parce que les Camerounais n'ont pas cette culture. C'est vrai, de toujours avoir la documentation afférente. Mais on parle d'un immeuble, on ne parle pas d'une villa. Et ce n'est pas dans n'importe quel quartier. On est à Bonamoussadi. À Bonamoussadi. Le mètre carré, ça coûte pratiquement plus de 200 000 là-bas. Ce n'est pas n'importe qui va acheter le mètre carré à plus de 200 000. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'abord eu un préalable. La responsabilité administrative vient du fait que
dans un premier temps, avant même que l'immeuble ne prenne un premier niveau, c'est pas quand l'immeuble avait déjà pris 3 ou 4 niveaux qu'on va maintenant venir mettre la démolie. Non. Ça veut dire qu'on a laissé perdurer. Et tout à l'heure, Jean Yédé disait tout à l'heure qu'en fait, il y a parfois aussi ces éléments de la mairie qui, parfois, lorsque vous avez commencé les constructions, ils arrivent sur le terrain. Généralement, pour certains, moi je vous assure avec des preuves à l'appui, quand ils arrivent sur le terrain, ce n'est pas pour savoir si vous avez la paperasse. C'est du raquettage que certains font souvent. Ils arrivent dans certains endroits. J'ai vécu des faits, et c'est pourquoi je vous parle avec autorité, parce que j'en ai vécu. Ils n'arrivent pas pour venir vérifier si vous avez la documentation. Si vous sortez une enveloppe que vous les remettez, effectivement, le reste vous pouvez continuer comme bon vous semble. Ils ne vont plus passer là-dessus. Et vous vous imaginez donc un seul instant, un immeuble qui a mis assez de temps, et donc qui a été même marqué par l'autorité municipale. Et on vous dit, ce n'est pas les enfants du propriétaire qui sont décédés. D'après certaines informations d'un riverain, il avait même averti ceux qui étaient même sur le terrain. Et puisque ceux qui résidaient dans la maison, on vous fait savoir que c'était des gens qui étaient sans domicile fixe, qui restaient à l'intérieur. Quand vous essayez même de regarder, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens, ce sont des personnes qui sortaient de d'autres régions, qui sont venues s'installer par manque de logement. Manque de logement. Et ce sont ces personnes-là qui se sont retrouvées dans cette situation-là. Ce ne sont pas les enfants d'un propriétaire. Ils sont venus simplement s'installer. Mais maintenant, le véritable problème, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce qu'on a laissé autant de temps, s'il faut se répéter ainsi, pour qu'on en arrive à une telle situation? On ne peut donc pas... depuis un an. Oui, on ne peut donc pas dissocier la responsabilité de l'autorité municipale. Ça, automatiquement. Même s'il est vrai, quand on va vous dire qu'on avait... L'autorité municipale a d'abord prévenu à l'avance qu'il fallait que les gens décident de libérer le lieu parce que c'était un immeuble qui était dangereux, c'était un immeuble qui présentait déjà des signaux. Et que si en réalité les personnes n'ont pas pu donc quitter le lieu avant qu'on arrive à cette hécatombe-là, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Ça veut dire qu'on était venu simplement pour dire, bon, ok, d'accord, ici, là, c'est une zone rouge. Il ne faudrait pas que les gens y soient. Parce qu'effectivement, si une situation arrive, on va se retrouver avec une telle situation comme celle-là. Mais on n'a pas veillé à ce que cette mesure-là soit appliquée. Parce qu'on en va quand même tout le temps. Et d'ailleurs, si on avait vu que cet immeuble présentait déjà un danger pour les populations, comme on l'a dit là tout à l'heure, il fallait simplement le démolir. Pourquoi avoir attendu qu'on en arrive là? Et d'ailleurs, on parle seulement, on est en train d'épiloguer là-dessus. Je m'attendais forcément à ce que, quand même, ce sont des familles qui sont endeuillées, qu'il y ait quand même une communication, au moins officielle, que ce soit au niveau de la municipalité ou alors justement, il y a eu une communication qui est dans le sens de pointer, entre autres, du doigt l'arrivée des pluies. Mais est-ce que c'est suffisant? Bon, au moment où on avait mis des signaux sur l'immeuble, c'était l'arrivée des pluies. Il y avait les pluies à cette époque-là. Je ne pense pas. Il ne faut pas qu'on doit toujours profiter des circonstances pour commencer à invectiver ou à dire, bon, voilà la raison, et ainsi de suite. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui, qu'on apprenne à assumer un certain nombre de conséquences par rapport aux décisions et aux actions qu'on pose. Aujourd'hui, on va interpeller ceux qui y résidaient. Est-ce qu'il est vrai qu'ils ont été avisés au préalable? Est-ce qu'ils étaient au courant que l'immeuble, en réalité, présentait un danger pour les populations? Ou encore, ceux qui étaient tout autour de cet immeuble? Ça, il faut se poser encore des questions. Parce que, généralement, pour ces personnes qui y vivent souvent, quand ils viennent, ils ne mettent pas assez de temps. Généralement, ils savent que, comme le propriétaire de l'immeuble dit, qu'il leur avait demandé de partir depuis. Mais ils se sont simplement entêtés. Bon, mais si quelqu'un dit, et quelqu'un ne peut pas venir élire domicile chez vous, vous le chassez, et vous lui faites comprendre qu'effectivement, l'immeuble présente un danger. Vous l'acceptez quand même qu'il reste encore là. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne tient pas la route. Donc, je pense qu'il fallait impérativement utiliser des méthodes fortes. Et moi, il est question ici d'attirer l'attention de ces autorités administratives. Parce qu'il faudrait que chaque fois qu'ils vont sur le terrain, qu'il faudrait qu'ils fassent le travail. Vraiment, il faudrait qu'ils fassent le travail. Parce que dans la plupart des cas, quand ils vont sur le terrain, c'est du raquetage pur et simple. Parfois, ces éléments de la mairie, que ce soit la mairie de ville ou bien la mairie municipale, qu'ils sont souvent l'habitude de faire. Je vous assure que c'est dégueulasse. Et ce n'est pas crédible, parfois, à un moment donné. Et on ne peut donc pas dire que s'ils vont sur le terrain, régulièrement, ils vont sur le terrain. Et quand on arrive aujourd'hui, un immeuble a déjà pris une certaine ampleur. Et demain, on vous dit que non, l'immeuble est tombé. Et on vous fait comprendre que les éléments de la mairie sont passés là-dessus. Mais ils sont venus faire quoi?
Vous comprenez donc qu'il y a eu quelque chose quelque part qui s'est passé et il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et par conséquent, on voudrait se retrouver avec les conséquences que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. Et vous savez aussi que ce n'est pas aujourd'hui. On a vécu dans un quartier comme le quartier Guinness où il y a quand même un immeuble qui s'était aussi effondré. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Et vous imaginez que chaque fois, ça a toujours été comme ça. Vous avez parlé des états généraux. Bon, vous savez aussi que quand on parle des états généraux, ce sont des choses qui, généralement, qui englobent des budgets, mais on ne voit pas la suite, les résultats de ce que ça produit. Donc, moi, je pense qu'il est question que chaque municipalité, ou encore la mairie de ville, devrait envoyer des personnes aguerries, parce que tout à l'heure, j'ai semblé entendre que peut-être ils n'ont pas des personnes aguerries pour... des personnes qualifiées, la main-d'œuvre... qualifiées pour essayer d'effectuer un certain nombre de choses, mais il est important qu'ils puissent avoir des personnes ressources pour les envoyer sur le terrain, et que parfois des mesures qui sont généralement prises, si on vous dit que vous ne pouvez pas continuer à construire, si vous ne remplissez pas les conditions requises, les conditions nécessaires pour la construction soit de l'immeuble ou de l'appartement ou c'est quoi que vous voulez faire, mais on ne doit pas vous encourager à construire. Vous n'allez pas donner une enveloppe et quand vous avez déjà fini de payer une enveloppe, vous entendez dire que bon, ok, vous pouvez construire. Parfois même on construit avec des insignes à démolir dessus. Vous voyez quand même qu'il y a des immeubles ici. Allez sillonner la ville de Lola. C'est écrit à démolir. Mais vous revenez demain, vous allez trouver les gens sur le chantier en train de construire, en train de mettre les niveaux. Vous vous posez la question à démolir. Bon, pourquoi on n'a pas retiré ça? Donc ça veut dire que le problème a été réglé. Est-ce qu'on a donné l'enveloppe qu'il fallait pour continuer la construction? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Voilà. Parlant de ces états généraux, de la communication, de la construction, pourquoi pas. Nous avons consulté il y a quelques semaines auparavant un architecte, d'ailleurs, c'était en direct sur ce plateau de Accent 237, l'architecte senior William Dandy, avec qui nous discutions sur les raisons de ces effondrements multiples et nombreux dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui faisait problème? Quelle est la part de responsabilité des différents acteurs de la chaîne de la construction, partant justement des propriétaires, de l'État et même jusqu'aux différents organes, entre autres, l'Ordre national des architectes du Cameroun et des ingénieurs? Voici un extrait de cette réponse d'il y a 3 semaines. Écoutons. Nous pensons que le problème se situe principalement au niveau de la présomption de compétences dont semble jouir de manière arbitraire chacun des acteurs du projet de construction. Dans un projet d'une certaine envergure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde de la qualité et de la responsabilité des décisions qui sont prises. Et à cet effet, en sus des éléments complémentaires comme les assurances qui vont avec, il doit pouvoir être celui qui décide de qu'est-ce qui est fait, parce que c'est un domaine technique, donc assez élitiste et sur lequel tout le monde n'a pas forcément la bonne compétence. Donc de mon point de vue, au-delà des contraintes du sol géostatique, de la charge qu'un bâtiment peut avoir, de son organisation, un projet de construction, c'est avant tout un projet qui a sa boucle économique, qui a sa boucle technique, et sur chacun de ces aspects, il faut que quelqu'un dont la compétence est avérée emporte la responsabilité et le poids. Oui, d'une certaine manière, l'État est presque toujours responsable de tout ce qui se passe dans la République et il lui revient de mobiliser les structures qui sont déjà en place, qui existent heureusement, mais donc le déploiement semble ne pas être à la hauteur des défis actuels liés à cette présomption de compétences que les gens s'attribuent presque de manière fantaisiste dans les projets dont nous sommes en train de parler. Donc l'État doit faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire intervenir sur les projets, sur tous les projets d'une certaine envergure, et vérifier que les intervenants, l'entreprise, les architectes, les ingénieurs, sont clairement connus, identifiés, et portent la charge de la responsabilité de l'édification de l'ouvrage concerné. Alors, c'est très difficile de dire à un autre professionnel qui est un accompagnateur de l'État d'être au premier plan. Les cadres légaux et juridiques par lesquels l'Ordre national des architectes intervient sont connus. Il intervient comme conseil auprès des ministères qui lui sont connexes. Il intervient comme protecteur du projet du client en publiant chaque année la liste de ceux dont les conditions d'exercice sont réunies.
ce qui permet de s'adresser à un technicien en sachant qu'il est en ordre, en règle et qu'il a la compétence qui va avec. Alors la chaîne du projet commence par les investigations initiales du site. Il faut savoir que dans le cas de Douala, par exemple, c'est un sol extrêmement composite, généralement instable, et qui nécessite la prise en compte de son substrat géostatique, qui est essentiellement sablo-argileux. Et quand vous faites un bâtiment qui a une certaine taille, son influence peut porter jusqu'à 15 mètres de profondeur, voire au-delà. Et vous ne savez jamais si vous avez une nappe phréatique, un lac enterré, enfin une zone creuse, quelque chose qui pourrait, sur le temps, à cause de la pression du bâtiment, céder et rendre instable la plateforme d'assises sur laquelle vous avez posé le bâtiment. Donc la démarche, c'est investigation complète du site, ça inclut les études géotechniques. Ensuite, voir avec l'architecte qui est en charge du projet tous les aspects qui concernent le bâtiment. Ensuite, ils consulteront un ingénieur de génie civil pour faire les calculs en s'appuyant sur les données géotechniques. Après ça, on va faire des documents et des plans de synthèse, choisir une entreprise ou un entrepreneur qui sait ce qu'il va faire, mettre en place un système de contrôle technique, de contrôle des travaux. Et quand vous aurez tous ces intervenants en synergie, vous pouvez être sûr que votre projet ira à bon port et qu'il vivra son cycle de vie normal qui est au minimum 50 ans, voire 100 ans. Merci et je vous remercie de donner l'occasion d'ouvrir l'œil du public sur une problématique qui nous concerne tous parce que nous vivons tous quelque part. Nous dormons dans quelque chose. Et si les gens pouvaient imaginer le poids, le nombre de sacs de ciment, de béton, de fer, de sable et gravier qui sont au-dessus de leur tête et que quelqu'un n'a pas vérifié que les calculs sont bien faits, ils seraient un peu plus paniqués qu'ils ne le sont maintenant. William Douandi, architecte senior, inscrit à l'Ordre national des architectes du Cameroun au numéro 203. Alors voilà la démarche qui vient d'être donnée par un spécialiste de la chose, de la construction, et c'est surtout son mot de fin. Si les gens qui dorment quelque part savaient le nombre de tonnes de ciment, de béton et de gravier qui sont au-dessus de leur tête, ils seraient un peu plus paniqués s'ils avaient les connaissances que quelqu'un n'avait pas vérifié, notamment toute la note de structure, et la note de calcul, ainsi de suite. Est-ce que ces éléments peuvent amener les gens à rapidement se ressaisir? D'où la question, est-ce qu'il y a urgence d'avoir les états généraux de la construction au Cameroun? Je sais pas pourquoi vous insistez sur les états généraux. Mais je voudrais compléter ce qu'il a dit parce que par ailleurs, je suis assureur. Oui. Donc, lorsqu'on a fait tout ce qu'il a dit là, on va auprès de l'assureur qui donne à l'entrepreneur ce qu'on appelle une garantie décennale. Oui. C'est-à-dire que pendant 10 ans, si quelque chose survient, alors vous êtes couvert et votre assureur va répondre de tous les dommages que le bâtiment ou alors les habitants pourraient subir. Et c'est l'occasion, parce que vous êtes assureur, vous avez abordé la question. Dans l'imagerie collective, on se dit les assurances, ça ne marche pas toujours. Lorsqu'on est en détresse, on appelle les assurances, ça ne marche pas. C'est l'occasion peut-être d'éclaircir la lanterne de ceux qui nous regardent. Non, écoutez, les assurances sont, comme on le dit, hein, c'est-à-dire que ça apporte la sécurité, ça sécurise vos investissements, que ce soit les bâtiments, que ce soit les biens mobiliers, immobiliers, que ce soit les véhicules, que ce soit... Non, ça sécurise vos investissements. Quand vous avez investi, n'est-ce pas, vous prenez une sûreté de plus en allant chez un assureur. De toutes les façons, vous ne saurez jamais son importance tant qu'un sinistre n'est pas survenu. Dans ce cas de figure, par exemple, si le bâtiment était assuré, est-ce que les assurances devraient entrer en jeu et, par exemple, indemniser les familles, entre autres? Malheureusement, ici, c'est un bâtiment qui était ya vétuste, qui avait à traverser la période de garantie. Oui. Sauf que la mairie devait jouer son rôle. Parce que, vous savez, c'est ce qu'on voit ailleurs. Hein. C'est-à-dire, les bâtiments qui ont un certain âge, on les vide,
on les rase même et on en reconstruit d'autres. Oui. Donc ici, on ne peut pas penser qu'un bâtiment qui a été construit il y a de cela 20, 30 ans, qui peut-être n'a pas été construit dans les normes, puisse tenir. Une fois que l'on a constaté qu'il y a un souci avec ce bâtiment, Il faut l'enlever. il faut l'enlever de là, absolument. Donc, encore une fois, n'est-ce pas, il y a la responsabilité de nos autorités qui ne jouent pas toujours leur rôle à fond. Alors, docteur Patrick Philippe Rifoué, la démarche vient d'être donnée par un technicien de la chose, mais quelquefois, lorsqu'on interroge des personnes, il se pose toujours la question, ou encore le problème de on n'a pas suffisamment de moyens pour consulter un technicien, pour consulter un architecte, parce que les coûts d'honoraires, ce n'est pas toujours évident. On se dit avec la crise et surtout le contexte économique qui est un tout petit peu rude, si ce n'est extrêmement rude. Est-ce que c'est évident? Est-ce que quelque part, il y a quand même un problème politique à ce niveau aussi, la politique urbaine même? Ailleurs, parfois, l'État se charge quand même de loger des personnes. On parlait tout à l'heure des personnes qui sont arrivées, qui ne savaient pas où elles devaient dormir et qui se retrouvent comme ça. Tout le monde fait finalement ce qu'il veut, c'est ça? Bien, je voudrais commencer par rappeler que ce que l'ingénieur a indiqué pose, ce que l'architecte a indiqué pose plutôt le problème de la culture du risque. Oui. C'est-à-dire du rapport que nous construisons au danger. Et vous savez, il y a une phrase chez nous qui dit « Je laisse tout à Dieu ». Et on a une sorte de fatalisme, de résignation qui fait que, en fait, nous assumons complètement de vivre dans des environnements dangereux. Les gens ne le font pas par ignorance. Ça, il faut faire attention. Et j'en veux pour preuve le fait que dans une ville comme Douala, la plupart des zones non constructibles, c'est-à-dire inondables, sont occupées. Oui. Et que très souvent, quand la mairie veut engager des actions là-bas, vous voyez des oppositions. Alors, non seulement vous voyez des oppositions, mais il y a une médiatisation pour dire l'État ne nous laisse pas vivre en paix. C'est-à-dire que les gens se mettent en danger. Quand on vient leur dire, vous ne pouvez pas rester là parce qu'il va y avoir un drame, ils mobilisent les médias pour empêcher à l'État de mener une action qui vise en réalité à garantir leur sécurité. On vous relance. Juste une relance, docteur Patrick Rifoué. On s'est quand même rendu compte que dans la bonne démarche, l'État ne doit pas suivre le processus de construction. Parce que s'il y a des zones non aedificantes, qui sont des zones inconstructibles, non constructibles, lorsque les constructions commencent, on voit quand même rien n'est fait. Jusqu'au jour où une population s'est massée pendant longtemps et par la suite, on a l'impression qu'il y a une sorte de charge, une surmédiatisation. Mais est-ce que finalement chacun n'a pas manqué de jouer son rôle? Est-ce que lors du début des constructions, ce n'est pas à ce moment qu'il faut agir? Je pense que cet aspect-là, on l'a abordé précédemment et il est évident que la corruption joue un rôle dans ces situations-là. Mais on ne peut pas jeter la pierre sur tous les agents municipaux. Oui, il y a des agents municipaux qui sont véreux et qui, effectivement, au lieu de faire leur travail, c'est-à-dire de rapporter fidèlement les situations rencontrées sur le terrain, quand les brigades se déploient, en profitent pour se faire un peu d'argent. Et malheureusement, cette situation perdure parce que ça arrange aussi les populations. Je crois savoir, et ça me permet de revenir à l'essentiel, que ce sujet-ci, les effondrements concernent généralement les bâtiments de 3, 4, 5 niveaux. Je n'ai pas le sentiment que quand vous voulez construire un bâtiment de 3, 4, 5 niveaux, vous êtes désargenté. Les gens qui sont désargentés, ils construisent plein pied. Oui. Ils ne construisent pas pour avoir 5, 10, 15, 20 locataires. Parce que quand vous voulez faire un bâtiment qui va abriter 10, 20 familles, ça signifie que vous avez un bas de laine consistant et que vous faites un placement. Vous ne cherchez pas à vous loger, vous cherchez à loger d'autres personnes. Donc, si vous êtes capable de le faire, moi je suppose que vous avez suffisamment de moyens pour vous payer les services d'un architecte. Je suppose que vous avez suffisamment de moyens pour vous adjoindre les services d'un ingénieur des travaux publics pour suivre et superviser la construction. Si vous ne le faites pas, effectivement, comme l'a dit Vincent, il faut interroger votre moralité parce que ce que vous cherchez à faire, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que vous cherchez à construire au rabais et ce qui se passe souvent, c'est qu'après avoir construit au rabais, vous louez ces espaces à prix fort.
Mais ça, il faut le condamner. Tout comme il faut condamner la corruption de certains agents municipaux qui laissent des projets de construction qui ne respectent aucune norme se poursuivre. Parce qu'ils sont sur le terrain pour... Au-delà des agents municipaux, il se dit également que parfois l'information remonte jusqu'au maire, qui est un homme politique, et pour des raisons électoralistes, quelquefois, on évite les déguerpissements parce qu'on peut se dire c'est du bétail électoral, entre guillemets. Bref, c'est des voix en plus qu'il ne faudrait pas déranger. Non, je pense que la démarche, pour avoir un peu... J'ai eu à échanger souvent avec les responsables du guichet unique de construction de la mairie de ville. Leur démarche est une démarche qui vise d'abord à accompagner. Donc, s'il y a la possibilité de régulariser votre situation, c'est ça leur démarche. Leur démarche va vous permettre de régulariser la situation. Maintenant, si la situation ne peut pas être régularisée, effectivement, ils seront obligés soit de détruire, soit de détruire, parce que c'est ça le principe. Mais sinon, leur démarche, c'est d'abord de vous accompagner, si c'est possible, pour que vous régulariser votre situation. Ceux qui ne se plient pas à cette démarche, c'est parce qu'effectivement, le petit bac chiche qu'il va donner au chef de brigade et qui va lui permettre de continuer ses constructions calmement, c'est une situation qui arrange ces individus-là qui sont liés par un pacte de corruption, mais ça se fait au détriment des populations dont la vie va être mise en danger. Et je rajouterais même que vous avez des situations dans lesquelles un promoteur a toute la documentation nécessaire, c'est-à-dire qu'il a son projet immobilier, il dit je veux faire un R+3, il obtient toute la documentation nécessaire, mais au lieu de faire R+3, vous allez voir R+5, R+6. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà. Et c'est où justement les municipalités doivent agir. Voilà. Parce que lors du dépôt du dossier de permis de construire, il y a justement les plans qui sont généralement produits en 5 exemplaires. Ça veut dire qu'il doit avoir un certain nombre de suivis dans l'affaire. Mais lorsqu'on part notamment de R+3, R+5, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de toutes les façons qui... Oui, mais là encore, c'est comme je l'ai dit, si vous décidez de ne pas respecter l'engagement que vous avez pris, parce que quand vous obtenez le permis d'implanter, le permis de bâtir, c'est un certain nombre d'engagements sur lesquels que vous avez souscrit. Mais quand vous décidez de les violer, vous le faites en connaissance de cause. Maintenant, si vous le faites, vous allez certainement choisir de transiger avec l'équipe qui va venir sur le terrain. Parce que quand ils vont venir faire le contrôle, vous ne souhaiterez pas qu'ils répercutent au guichet unique le fait que vous n'êtes pas en train de respecter vos normes. Parce que si vous avez dit je fais un R+3, il y a un certain nombre de calculs de structure sur lesquels votre bâtiment repose. Mais est-ce que vous avez fait de nouveaux calculs pour pouvoir avoir un bâtiment qui va un peu plus haut? Est-ce que vous avez pensé à rajouter... Est-ce que vous avez pensé à rajouter, je ne sais pas moi... les poteaux, les agrégats. Voilà, des agrégats, ainsi de suite. Donc, de toutes les façons, dans la chaîne de la construction, on sait que lorsqu'il faut aller au-delà de ce qui a été prévu, c'est encore une autre étude, avec notamment les renforcements des éléments de structure, la reprise en sous-œuvre et tout le reste. Alors, donc, si vous permettez, je vais chuter. Donc, il faut effectivement, premièrement, que les gens soient davantage sensibilisés à la question des risques auxquels nos comportements nous exposent. Parce que ce sont les comportements des humains qui les exposent aux risques. Ça, c'est la première chose. Il faut que les promoteurs soient plus intègres, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être des marchands de sommeil et qu'effectivement, pour les entreprises futures, que les uns et les autres respectent les normes de construction, parce que les normes de construction existent chez nous. Et enfin, il va falloir faire en sorte de sensibiliser, voire de sanctionner les agents municipaux véreux qui se rendent coupables de ces entreprises-là, parce qu'il y va de la vie des Camerounais. Là, nous avons perdu plus de 5 concitoyens, ce qui est regrettable, parce que si tout le monde avait bien fait son travail, on aurait pu s'éviter ce drame-là. Docteur Patrick Grefoué, merci pour cette belle lecture. Vous êtes entré pratiquement le camp des solutions rapides qu'il faudra adopter pour éviter cela. Alors, Simon-Pierre Mayenne, quel rôle doivent jouer et les citoyens et les médias en termes de prévention? Est-ce qu'il faudra dénoncer, refuser notamment, contrôler, ou encore comment passer peut-être parfois de l'indignation à l'action? Il faut commencer par sensibiliser.
Et il faudrait dans un premier temps qu'on évite un peu, au niveau de l'administration, d'abord il faut commencer par là, qu'on évite un peu cette tolérance administrative. Tout à l'heure, le docteur Patrick Leflouet est revenu sur certains nombres d'aspects, que généralement, parfois il arrive des moments où les autorités municipales ou administratives de manière générale décident parfois que tel quartier ou telle zone, il ne faudrait pas que les gens y construisent, mais on trouve des personnes encore qui vont commencer à dire, mais si on ne construit pas, on va encore aller où? Il y a un maire qui, l'ancien maire de la ville de Yaoundé, Gilbert Timi Timi Ebouna, qui disait, je cite, qu'il lui je se marche baladait avec mon cercueil. avec son cercueil. Et parce que quand lui, il voulait faire des travaux, vraiment, il n'était pas dans le sentiment. Le plus important, c'est de voir nos compatriotes en vie que de les voir morts. Et quand on veut aménager un certain nombre de choses, un espace, il n'est pas nécessaire qu'on doit toujours aller au sentiment. Oui. Parce que si on va tout le temps au sentiment, on ne va pas arriver. On va toujours se retrouver avec les mêmes situations qu'on a là aujourd'hui. Parfois, on se dit, bon, peut-être que si aujourd'hui, on décide de poser tel acte, peut-être les gens ne vont pas adhérer à notre politique, ou encore les gens ne vont pas, les gens vont trouver toujours arrêtés par rapport à notre fonctionnement. Mais si on a besoin que, par exemple, les villes se développent, il est important qu'on soit rigoureux avec certaines conditions, avec certaines règles. Donc, par conséquent, au-delà de la sensibilisation, il faut maintenant passer par des actions. C'est-à-dire que empêcher à ce que ces gens qui ont souvent l'habitude, parce qu'on a entendu parler des quartiers. Tout à l'heure, on parlait des gens qui ont certainement assez de moyens. Il y a des Camerounais lambda qui n'ont pas ces possibilités de construire des immeubles, mais qui généralement se trouvent dans des zones à risque, dans des marécages. Et vous voyez donc qu'en principe, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un immeuble qui s'est effondré. Demain, on va parler d'un autre quartier où on avait demandé aux gens de ne pas construire. Je vois parfois des gens ici, si vous allez, par exemple, au niveau de Makepe Misoke, juste là où se trouve le drain d'eau, vous voyez des gens qui viennent construire là, mettre même des maisons à niveau, remblayer les endroits parce qu'ils disent qu'ils veulent exploiter le terrain. Et tout ça là, les mairies voient cela et on ne fait rien. On laisse les gens construire. Demain, quand quelqu'un sera en train de construire, c'est là où vous allez vouloir les casser. C'est ce qui choque quelque part. Parce que vous n'allez pas attendre que quelqu'un investisse de son argent. Oui. Et puis demain, vous allez dire que vous allez le casser et que ce n'est pas bien qu'il construise là. Empêchez-le d'abord d'investir avant qu'il ne se fasse trop tard. Donc moi, je pense que ce soit au niveau de l'appareil administratif et même aussi au niveau des populations, il y a quand même un travail qui est de faire le pont. Et ça va dans le sens, et moins, de pouvoir amener les populations à écouter, à être soumis. Parce qu'en principe, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation parce que c'est parce qu'on n'écoute pas. Et comme on le disait tout à l'heure, les Camerounais, certains Camerounais aiment trop le raccourci, aiment trop la tricherie. Quand il faut faire des choses normalement, on refuse de le faire parce qu'on se dit qu'on va dépenser assez. Alors que même si on dit qu'on va dépenser assez, c'est là où peut-être se trouve notre vie. Mais on préfère aller trouver des raccourcis. On prend, je ne sais pas moi quoi, un maçon, apprenti maçon, qu'on donne un grand chantier d'un immeuble R plus quelque chose. Et on se dit que comme peut-être qu'il a réussi un projet quelque part, ça veut dire qu'en principe, il pourra aussi réussir le projet comme celui-ci. Donc moi, je pense qu'il est important, même si le coût est souvent élevé, mais il en va quand même de la peine parce qu'il en va de notre vie. Et donc, on ne saurait nullement pas se décider de livrer notre vie à des individus et que demain, après-demain, on se retrouve avec la situation. Donc, il est important et que nous essayons de faire de notre mieux, que ce soit les médias, comme vous êtes en train de dire, qui devraient aussi jouer ce rôle de la sensibilisation. Parfois, à un moment donné, j'encourage même d'ailleurs ces autorités administratives et municipales à communiquer. Parfois, c'est souvent aussi bien qu'il arrive des moments où, je ne sais pas si c'est parfois le coup qui est un peu souvent compliqué. Il faut des communiqués, venez laisser dans les médias pour sensibiliser les uns et les autres, pour dire, voilà, il y a telle zone, il ne faudrait pas que les gens s'y approchent, il y a telle situation, parce que. Mais si aujourd'hui, on reste dans des situations, on ne communique rien. Il n'y a aucune campagne de sensibilisation qui est menée envers ces populations. On va toujours se retrouver avec les mêmes problèmes. Et c'est toujours les Camerounais, les pauvres Camerounais qui vont en pâtir. Parce que tout à l'heure, on était en train de parler, le monsieur qui a son immeuble, il est avec sa famille. Mais les autres, ils sont morts. Ils sont passés de vie à trépas. Et justement, nous partons des bâtiments pour parler de la route. Sur la nationale numéro 1, l'axe Douala-Bertois. Effectivement, de ce côté également, le danger cette semaine, à la suite notamment de ce camion qui s'est renversé et qui a causé un gigantesque incendie d'un camion-citerne qui l'a percuté en plein fouet dans la nuit. Et la question de se poser, est-ce qu'il s'agit là de l'échec d'un système de prévention routière au Cameroun? Regardons plutôt ces images d'alerte données par un blogueur camerounais, Steve Fa, pour ne pas le citer. Écoutons. Mes chers compatriotes, j'ai les larmes aux yeux. Regardez vous-même cette vidéo. Hier, j'ai fait une vidéo sur la route de l'Est pour vous montrer
ce camion qui s'était renversé. Vous voyez ce camion qui est au sol là? Je ne pouvais pas passer sans faire une vidéo ici. Ce camion est là depuis 2 jours. C'est pas normal. Je vous ai dit, j'ai crié, j'ai râlé. Gendarmerie nationale, c'est à vous qu'elle m'adresse. Prévention routière, c'est à vous qu'elle m'adresse. Votre rôle n'est pas simplement de venir prendre l'argent aux gens en route, non. Votre rôle aussi, c'est de venir baliser la route après ce genre d'accident. À partir d'1 kilomètre, vous balisez la route pour qu'il n'y ait pas de suraccident. J'ai appelé la gendarmerie nationale à tout faire pour débarrasser la route de ce camion accidenté parce qu'il bloquait la moitié de la route. Gendarmerie nationale, prévention routière, j'espère que vous avez compris. C'est la toute dernière fois que je vois ce genre de choses. Créer une unité spéciale pour débarrasser la route. Vous filmez comment le véhicule était avant, vous débarrassez, vous filmez après. Vous dites à la personne, la facture c'est 500 000. La personne va payer. Sinon son véhicule ne bouge pas. Et là, on évite les suraccidents. Je me suis même rendu au poste de prévention le plus proche pour dire aux gens là, il y a un camion qui bloque la chaussée là-bas. Ils m'ont dit c'est à quel niveau, j'ai indiqué, ils n'ont rien fait. Regardez ce qui s'est passé durant la nuit. Une citerne a heurté de plein fouet ce camion. Et regardez l'incendie depuis la nuit. Tous ceux qui viennent de Yaoundé, de Bertois, ne vous aventurez même pas sur cette route. La route est bloquée depuis le matin à cause de ce suraccident. Hier encore, j'ai tiré la sonnette d'alarme par rapport au phénomène de suraccident qui endeuille chaque jour le Cameroun. Après un accident, si vous ne débarrassez pas, on aura toujours des situations tragiques comme ça. Quand va-t-on prendre enfin au sérieux le travail que nous faisons? C'est vrai, nous sommes seulement des petits Camerounais, mais nous sommes des patriotes. On aime notre pays. Quand on fait tout ça, c'est parce qu'on aime notre pays. C'est parce qu'on veut que les Camerounais cessent de mourir comme des animaux. J'ai tiré la sonnette d'alarme hier. Pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi il faut seulement que ce soit le président de la République qui vous parle? Pour que vous compreniez que vous mettez les Camerounais en danger avec cette façon de faire. Ça fait plus de 10 heures que ce corridor stratégique est bloqué. Vous savez combien de centaines de millions le Cameroun perd à cause des gens irresponsables? Je suis déçu. S'il vous plaît, prenez au sérieux ce qu'on fait. Voilà, ces images qui nous mettent dans le bain, notamment de cette thématique. Vous aviez la parole en dernier lieu, vous la prenez en premier cette fois. Simon-Pierre Mahen, membre de la société civile, j'allais dire président d'une organisation, la société civile, le ministère des Transports, la gendarmerie, la DGSN, doivent-ils mettre sur pied de manière urgente une brigade d'intervention qui pourrait justement dégager la route lorsque ce genre de cas arrive pour éviter des sur-accidents? Est-ce qu'on peut le faire? Si on ne l'a pas fait jusqu'ici, qu'est-ce qui bloque? Monsieur Xavier Long, je ne sais pas si vous êtes déjà passé sur la route Yaoundé-Bertois. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est une route qui est réglementaire. Parce que j'ai quand même déjà eu à rouler sur des axes. Mais je me suis rendu compte que la route Yaoundé-Bertois, elle est vraiment très étroite. 2 gros porteurs, normalement constitués, ont du mal même à circuler sur la route là. S'il y a un dépassement. Parfois même ce sont des arbres même qui couvrent même la route régulièrement. Vous avez du mal à savoir si c'est vraiment un axe par la route. Eh bien c'est une nationale et internationale. Donc imaginez-vous un seul instant le nombre de véhicules qui y va tout le temps. Donc on comprend d'abord qu'il y a un problème au niveau d'abord de l'étroitesse de la route. Ouais. Ça c'est d'un. De 2, vous avez parlé tout à l'heure là de prévention, gendarmerie. Vraiment, les Camerounais en souffrent tellement que parfois il suffit seulement que quand vous parlez même de la prévention, honnêtement, je me pose toutes les questions si on est même dans le même Cameroun. Tout à l'heure, M. Steve Faye est en train de dire, oui, il interpelle, mais c'est mal connaître le Cameroun. Parce qu'on ne saurait nullement pas dire que généralement, une situation comme celle-là, aller seulement sur l'axe Douala-Yaoundé, vous allez trouver la plupart des gros porteurs garés en plein virage, qui sont en panne. Je dis bien la plupart. Ils sont là. Vous vous posez la question, les gens sont là, à quelques kilomètres, vous allez trouver une prévention. Et généralement, la prévention, surtout de la gendarmerie. Mes amis gendarmes, ainsi de suite, la gendarmerie, ils vont devoir m'excuser parce qu'il est question ici de dire les faits. Si aujourd'hui, on avait quand même une gendarmerie, surtout ceux qui s'occupent de la prévention, faisaient le travail, vraiment honnêtement, on ne serait habitué. Parce qu'on est en train de parler, moi je ne veux pas indexer le ministère des Transports. Vous savez très bien ce qu'il y a eu ici entre le ministère des Transports et puis la gendarmerie. Surtout sur ce problème de prévention. Dans la plupart des cas, prenez simplement, moi je vous prends des axes généralement que je circule, vous allez vous rendre compte que c'est la gendarmerie qui occupe souvent le plus d'espace sur la prévention. Le ministère des Transports ne fait même rien. Prenez seulement celui-ci, Douala et Deya. Il y a toujours une prévention qui est juste là au niveau de Missolela, en haut là.
c'est vrai, on va dire que certainement ils font leur travail. Ça dit que vérifier l'excès de vitesse, ainsi de suite, si vous avez la paperasse. Mais un peu plus devant, vous allez trouver la prévention du ministère des Transports. Et ce sont eux-mêmes qui effectuent le vrai travail. Pourquoi? Parce que, en fait, rendez-vous compte, vous arrivez quelque part, les éléments du ministère des Transports ont certaines choses qu'ils vous revendiquent, comme par exemple les accessoires. Mais dans les préventions de la gendarmerie, on ne va jamais vous demander ça. La seule chose, c'est que si vous êtes l'excès de vitesse, vous passez à la caisse, vous donnez 25 000, non négociable. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache raison garder certaines situations. Qu'on ne se dise pas forcément qu'il faudrait qu'il y ait une association entre le ministère des Transports et la gendarmerie nationale. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur ce plan-là, c'est vrai, la régularité de la gendarmerie nationale sur la route empêche souvent aussi des accidents. Mais un tel accident comme ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est pas un excès de vitesse. Alors, parce que là, justement, quand on regarde un camion qui fait 2 jours sur un axe aussi fréquenté comme celui-là, on se pose la question du rôle de la prévention. Est-ce que Simon-Pierre Mahen, la prévention joue effectivement son rôle au-delà de la demande des accessoires, tel que vous le dites? Est-ce que quelque part, on a souvent vu les agents de la prévention renseigner le conducteur sur... À 2 km, il y a un virage, la route devient étroite. À 2 km, il y a des nids de poules qui se sont agrandis entre-temps. Est-ce que cela est fait? On a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Rapidement, on passe à la répression avant la sensibilisation. Non, moi je pense que tous les éléments, je ne suis pas l'avocat du ministère des Transports, mais je vous dis, je suis un conducteur, j'emprunte souvent ces axes-là, et je vous dis, je me parle des faits, que dans la plupart des cas, plusieurs fois j'ai été interpellé par les éléments de la prévention du ministère des Transports, ils font exactement le travail. Vous vous arrêtez, mais la plupart ne s'arrêtent même pas souvent. Parce que comme ils ne sont pas influençables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des armes, ils ne sont pas en tenue, et on les chiffonne même parfois, dans certains cas. Il y a même un qui a même failli même être percuté par un véhicule, simplement parce qu'effectivement, il était en train de vouloir faire son travail. Mais si ça avait été peut-être un élément de la gendarmerie, vous allez vous rendre compte que dès qu'il siffle, il va s'arrêter immédiatement. Il y a un peu cette crainte-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, les gens ne peuvent plus faire leur travail normalement. Mais il va sans dire que dans le cas d'espèce, je parle dans le cas d'espèce, vous voyez même ces zones-là qu'on est en train de parler, n'oublions pas aussi qu'avant d'arriver là, il y a quand même des mairies qui s'occupent de ces espaces. Et ça, avant d'arriver par exemple à Béton ou à Yaoundé, il y a quand même des arrondissements que vous traversez. Donc vous comprenez aussi que d'une part, on peut aussi avoir la responsabilité des mairies, qui ont la charge du cantonnage. Du cantonnage, effectivement. Donc si aujourd'hui on va seulement s'arrêter dans la prévention, et ceci, non mais attention, on va se dire clairement. Et d'ailleurs, si Faya a bien fait d'interpeller, moi je me pose bien la question, il était choqué, mais il n'a pas encore été choqué, puisque celui qu'il continue à circuler sur les routes, il va voir ce qui se passe là-bas. Donc, il est important, et même d'ailleurs impératif, qu'on sache qu'au niveau de la gendarmerie, moi j'interpelle toujours, au niveau de la gendarmerie, la prévention routière du ministère des Transports, et puis la prévention du ministère de la gendarmerie nationale, là, vraiment qu'il y ait une symbiose entre ces deux entités, pour la sécurité des personnes et des biens sur nos axes routiers. Sinon, on va toujours se retrouver avec cette situation où vous allez voir, soit c'est l'un qui va faire son travail, soit c'est l'autre qui ne fait pas. Parce qu'on est dans un contexte où on ne sait pas qui vraiment doit faire son travail et qui devrait normalement faire son travail. Vu que aujourd'hui, avec des accidents qu'on voit là aujourd'hui, et moi je vous ai dit, il y a aussi un problème au niveau de l'étroitesse de nos axes routiers qui font généralement problème. Vous voyez comme le véhicule qui a pris feu là. C'est dans un virage. Quand vous voyez même ça, c'est dans un virage. Donc, imaginez-vous un seul instant qu'il a panne et que l'autre vient derrière. Il ne sait même pas que s'il y a... Et parfois, même dans certains conducteurs, ils n'ont même pas balisé. Ce n'est même pas balisé. En même temps, ils ne signalent même pas qu'il y a une panne quelque part. Il y a un véhicule qui est là, qui a une panne. Vous voyez qu'à un moment donné, les responsabilités sont partagées. Simon-Pierre Mahen. Docteur Patrick Rifoué, très souvent ailleurs, on a vu les agents des sapeurs-pompiers qui sont déployés dès l'annonce d'un cas d'accident, par exemple. Mais on a l'impression que chez nous, ce n'est pas souvent le cas. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on va toujours rester dans une sorte de riposte après une catastrophe, ou alors on va déclencher notamment le processus de gestion ou encore de prévention des catastrophes? Je ne sais pas si le sujet ici porte à proprement parler sur la question de la prévention, parce que nous avons une situation d'accident et consécutivement à cet accident-là, vous avez la chaussée qui est rétrécie. Donc,
il faut forcément qu'il y ait déjà des indications de part et d'autre pour que la circulation se fasse de manière alternée. Ça, c'est la première chose. Mais en principe, ce signalement-là, c'est-à-dire, il est de la responsabilité de celui qui a le véhicule accidenté. C'est vous qui devez faire cette matérialisation. Maintenant, il y a un second sujet, c'est le dégagement de la route qui est obstruée. Ça participe de la prévention quand même. Le dégagement, ça ne participe pas seulement de la prévention de mon point de vue, parce que justement, c'est parce que la route est rapidement dégagée que la circulation peut reprendre de manière fluide. Et justement, si on en est resté là, après plus de 24 heures, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la mécanique. J'allais y arriver effectivement, parce que ce qu'on a vu là, ce n'est pas inédit. C'est-à-dire que nous avons coutumièrement sur l'axe Yaoundé-Douala, par exemple, des accidents où vous avez la route qui est obstruée et vous allez mettre 6 heures, parfois 10 heures, et là on est sur les deux principales villes du Cameroun. Vous allez avoir souvent 15 heures de ralentissement parce que la route n'est pas dégagée rapidement. Mais nos routes ne sont pas dégagées rapidement quand il y a des accidents parce qu'il n'y a pas une unité dédiée avec du matériel spécifique. Parce que si vous avez un engin comme celui-là qui se renverse, pour le dégager, il faut que vous ayez peut-être à 50 km de là une unité spécialisée qui peut mobiliser un engin qui va venir relever le camion, le dégager, le mettre sur le bas-côté s'il ne peut même pas redémarrer. Alors, la question, de sorte que la circulation puisse qu'est-ce qu'il faut reprendre. pour avoir ça? Est-ce qu'au Cameroun, on n'a pas suffisamment de moyens? Est-ce qu'on n'a pas les compétences requises pour rapidement déclencher ce mode de dégagement? Ou alors c'est une volonté tout simplement politique? Non, là encore... Je ne sais pas s'il faut parler de volonté politique. Il faut constater que nous avons une insuffisance. C'est-à-dire que dans le dispositif que nous avons qui permet de gérer la circulation sur nos principaux axes routiers, c'est-à-dire Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, Douala-Yaoundé-Bafoussam, et puis Yaoundé-Bertois, Marois, sur ces axes-là qui sont les plus fréquentés, nous n'avons pour le moment pas d'unité qui soit capable de prendre en charge en moins de 10 heures, disons, ce type de situation. Ailleurs c'est à moins d'une heure de temps que la machine se déclenche. Et d'ailleurs, quelqu'un me posait la question... Puisque nous partons de loin, moi je dis, on peut se fixer un objectif en disant, nous on va commencer à 10 heures, c'est-à-dire lors de la préparation de cette émission, quelqu'un me faisait observer que ceux qui nous dirigent, ils vont ailleurs. Et quand ils arrivent ailleurs, ils voient comment c'est beau, ils voient toute l'architecture notamment qui est mise en place pour éviter ce genre de cas d'accident. Alors, est-ce qu'une fois partis de là où ils vont pour le Cameroun, ils deviennent amnésiques? Non, ils oublient tout? Les comparaisons sont intéressantes quand elles nous enseignent et quand elles nous permettent de nous... Dans le cas d'espèce, par exemple, c'est intéressant. Quand elles nous permettent de nous améliorer. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il faille nécessairement se comparer. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est une simple question de politique publique. Nous avons un problème, c'est que quand les principaux axes routiers sont obstrués, nous perdons de l'argent. Parce que ça, c'est le corridor Douala-Bangui, c'est aussi le corridor Douala-N'Djamena. Donc, quand vous avez des transporteurs qui, au lieu de faire 24 heures sur un axe, en font 48, c'est de l'argent que vous perdez, c'est de l'argent que ces gens-là perdent. Il faut faire en sorte que la circulation soit fluidifiée. Donc, nous devons mettre sur pied des dispositifs qui participent de la fluidification de cette circulation, nonobstant la survenue de ce type d'événement, parce que vous ne pouvez pas empêcher, quels que soient les dispositifs de prévention que vous mettez, vous n'empêcherez pas qu'il y ait des accidents. La question, c'est comment on gère les accidents quand l'accident est survenu. Et le conseiller indiquait tout à l'heure que, par exemple, pour les démolitions, quand on a démoli, on envoie la facture au propriétaire. De mon point de vue, ça doit être le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des unités qui sont prépositionnées. Quand elles se déplacent pour une opération, elles réalisent l'opération et puis vous allez vous arranger pour payer la facture. Parce que ça doit vous être imputé. Ça ne va pas être imputé, ça ne va pas être imputé à la collectivité. Mais nous devons faire en sorte, je dis au moins sur le triangle Yaoundé-Douala-Bafoussam et sur les corridors internationaux, nous devons faire en sorte que des dispositifs de dégagement de ces axes soient mis sur pied et puissent réagir automatiquement entre 5 et 10 heures dès qu'un accident est connu
et qu'ils en ont été informés. Docteur Patrick Foué, alors c'est peut-être une urgence. Alors aujourd'hui, Vincent de Poliédé, quelles mesures urgentes et concrètes faut-il prendre pour éviter un autre accident peut-être dans 3 mois, des sanctions exemplaires, des retraits peut-être de permis de conduire ou encore quoi selon vous? Non, en réalité, ce blogueur-là, à travers cette action, même, il pose un véritable problème. Vous savez, si le lieu de l'incident avait été matérialisé, cet accident ne serait pas survenu. Le temps qu'il passe à crier là, il aurait pu contribuer à baliser la route. Parce que lui, qui informe l'opinion publique et surtout les services compétents, on lui impute maintenant le fait de n'avoir pas balisé? Non. Est-ce que quelque part aussi sa démarche n'était pas pédagogique? Je dis que comme citoyen, nous avons souvent vu des accidents en route. Qu'est-ce qu'on fait? On balise D'abord. Et des gens que je regarde de l'autre côté n'ont pas eu la présence d'esprit de le faire. Il fallait qu'on balise. Et une fois qu'on a balisé, ça évite au maximum. Après, on peut toujours mettre quelqu'un là qui ait une situation alternée. Parce que vous savez, il y a un problème avec la chaîne de commandement. C'est pas parce que vous avez interpellé les gendarmes qui vont se déployer sur le terrain. Parfois, les décisions doivent venir de Yaoundé. Nous avons connu ça avec les coupeurs de route, où les responsables locaux étaient obligés de prendre des décisions sans en informer Yaoundé, la capitale, et ça leur a toujours causé des problèmes. Donc, dans la chaîne de commandement, il y a des lourdeurs administratives. Mais les citoyens déjà pouvaient baliser cet espace-là et nous éviter cet accident. Maintenant, il y a, puisque nous sommes dans les solutions, on se pose la question, est-ce qu'il faut contrôler les véhicules, un véhicule qui se renverse? Est-ce qu'on a regardé l'état des pneus, l'adhérence des pneus avec l'asphalte? Est-ce que quelque part, on a contrôlé l'état même du chauffeur? Est-ce qu'il était en état d'ébriété ou alors il était lucide lorsqu'il conduisait? Est-ce qu'au niveau des péages, on a contrôlé un certain nombre de choses? Bref, pour éviter ça, par quoi on commence désormais? À un moment donné, le ministère des Transports avait des remorqueuses disposées sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. À l'heure actuelle, il y a des remorqueuses sur l'autoroute Douala-Yaoundé. Quand vous avez un souci là. À quel niveau? Vous avez vu ça où? Parce que là, c'est un axe que régulièrement nous empruntons, mais il ne nous a pas semblé avoir déjà vu ce genre de choses. Il y a des remorqueuses au niveau de Boumiébel. Donc, les numéros sont disponibles quand vous passez par là. Si vous avez un souci, vous vous appelez et ils viennent vous chercher. Ce sont des particuliers qui mènent cette activité-là. Okay. C'est pour en venir au fait que, en réalité, ça, c'est une niche d'argent que les particuliers pourraient exploiter, mais surtout les communes. Parce qu'elles sont plus proches. Si elles avaient, parce que dans le cas d'espèce, c'est les YAP qui sont souvent utilisés. Donc, si une commune peut, sur son territoire, je ne sais pas, peut-être 50, 60 km, avoir un engin qui soit capable de soulever des camions comme ça, dès qu'il y a un cas comme celui-ci, on peut l'appeler. Donc, c'est pour appeler les responsables des mairies et des communes qui sont situés le long de ce trajet à jeter un coup d'œil de ce côté-là, puisque visiblement, notre État a des moyens réduits. Il est difficile qu'on puisse attendre de lui qu'il se déploie le long de ce corridor-là qui s'étend sur plus de 2000 km. Donc, il faudrait que les communes, sur leur distance, sur une certaine distance, puissent avoir ces engins-là qui pourront être utiles. Même s'ils sont situés à plus de 100 km de distance, ils peuvent toujours agir. Parce que s'il y avait eu un appareil de ce genre-là, il aurait bien pu intervenir d'abord pour enlever ce camion et puis après
comme je le disais, que le propriétaire vienne payer cette facture-là. Bon, maintenant, les forces de l'ordre, c'est vrai qu'elles auraient pu se déployer, elles auraient même dû se déployer sur le terrain. Nous les avons souvent vus sur l'axe lourd ici, gérer la circulation de manière alternée lorsqu'il y a ce genre de sinistre. Bon, on ne sait pas pourquoi. Parce que là également, on se dit, après 2 jours, on serait peut-être attendu, même s'il n'avait pas des moyens mécaniques qui pouvaient remorquer ou encore soulever cet engin, peut-être que la présence d'un policier ou d'un gendarme qui devait justement gérer la circulation et indiquer aux automobilistes soit ralenti, ainsi de suite, on aurait peut-être pu éviter ça aussi. Oui, c'est pour ça que je parlais de la chaîne de commandement. C'est tellement qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui n'a pas pris la décision de faire descendre les éléments sur peut-être qu'il voulait se l'autoroute. protéger de peur de recevoir une sorte de coup de massue. Je ne vais pas faire un procès en sorcellerie ici. Ben, je dis quand même que nous avons souvent vu les gendarmes, puisqu'il s'agit de se déployer sur le terrain et gérer ce genre de situation. Donc, ils auraient bien pu, cette fois-ci également, descendre sur le terrain et surtout qu'il y a quelqu'un qui avait lancé cette alerte. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait et que cet accident soit survenu. Je crois que si nous sommes dans un état sérieux, des gens vont... Dans un état sérieux. Si nous sommes dans un état sérieux, des gens vont être interpellés pour répondre, pour dire pourquoi est-ce que, ayant eu cette information, bien à l'avance, n'ont pas pris des mesures anticipatives pour éviter, n'est-ce pas, ce qui est arrivé là. Surtout que nous savons, ça c'est le meilleur tronçon quand on est sur cette route-là. C'est le meilleur tronçon. Donc, cet incendie sur la chaussée-là va forcément dégrader cette chaussée. Et d'ici 6 mois maximum, on va se plaindre du mauvais état de la route à ce niveau-là, compte tenu du trafic très important des camions qui passent par là. Vincent de Paul Yédé, conseiller municipal à Douala 3e, merci infiniment d'être venu. Le temps, il paraît que ça passe rapidement, surtout lorsque c'est intéressant. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Docteur Patrick Rifoué, merci infiniment également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et justement, Monsieur le Président de AGEDUL 2C, merci d'être venu, Simon-Pierre Mahen, et très certainement d'autres occasions, on aura d'autres sujets, d'autres thématiques de discussion. Merci également pour l'invitation. Merci également à tous ceux et toutes celles qui sont restés scotchés devant leur petit écran pour nous suivre. Nous vous disons justement merci pour cet acte et vous promettons d'être justement à l'affût de l'information avec d'autres thématiques aussi croustillantes qui pourront, nous l'imaginons, aider les décideurs à prendre des décisions les plus importantes pour préserver les vies tant sur les bâtiments qui s'effondrent que sur nos routes qui tuent. À dimanche.